Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition de votre journal historique ISM Historia. Au sommaire de ce soir, nous parlerons de Giorgio Papadopoulos. Il est le principal acteur du coup d'État organisé pour instaurer la dictature des colonels en Grèce. Il est décédé en 1999 des suites d'un cancer. Pour nous parler de lui, nous accueillons aujourd'hui sa petite fille Elena. Elena, bonsoir. Bonsoir Charles, merci de m'accueillir dans votre émission. Elena, Giorgio Papadopoulos était-il votre grand-père paternel ou maternel? Mon grand-père maternel. Il s'est marié 2 fois. Une fois en 1941 avec ma grand-mère Niki Lizeliadi et une deuxième fois avec Despina Gaspari, dont il a eu un fils. Pouvez-vous nous parler un peu de votre grand-père et des relations que vous entreteniez avec lui? Malheureusement, je ne pourrais vous dire de lui que ce que mes parents m'ont raconté. J'étais trop jeune, je n'étais pas encore née quand il a été incarcéré après la chute de son gouvernement en 1974. La prison n'est pas un endroit idéal pour rendre visite à un grand-père. Il y est décédé à l'âge de 80 ans, j'avais alors 15 ans. Ma mère m'a cependant beaucoup parlé de lui, de sa montée au pouvoir et du renversement par le général Ioannidis. Que savez-vous de son enfance et de sa jeunesse? Je veux parler surtout de sa vie avant qu'il ne devienne un homme connu de tous. Il est né le 5 mai 1919 dans une famille pauvre dans le petit village d'Elektriorion, dans le nord du Péloponnèse. Après ses études secondaires, il est entré à l'académie militaire, il y a consacré sa carrière à l'armée et aux milices anticommunistes. Il a voulu sauver la Grèce du communisme. C'est pour cette raison qu'il a décidé de prendre le pouvoir. Et que savez-vous du coup d'État qu'il a organisé? En 1967, mon grand-père et 2 autres colonels ont pris le contrôle de la Grèce. C'est la période de la guerre froide qui oppose les États-Unis et l'URSS. Mon grand-père est soutenu par les États-Unis, où il a suivi une partie de sa formation. En à peine quelques heures, les 3 hommes ont renversé le gouvernement du roi Constantin II, sans que la moindre goutte de sang ne soit renversée. Ce gouvernement est affaibli par les constants désaccords entre le Premier ministre Papandréou et le roi Constantin. Les colonels ont rapidement fait censurer la presse, annuler les élections et instaurer une dictature militaire. Tout cela en vue d'empêcher la propagation du communisme. La dictature imposée par mon grand-père a assuré une certaine stabilité dans l'économie du pays jusqu'en 1973, date à laquelle le général Ioannidis, un de ses complices du coup d'État, l'a renversé. C'était quelques mois après que mon grand-père se soit autoproclamé président de la République. Tout le gouvernement a été renversé car Ioannidis le jugeait trop libéral. La dictature des colonels s'est arrêtée là et le pouvoir a été cédé au peuple par le président Gizeki. Constantin Karamanlis, excusez-moi, exilé en France depuis le régime des colonels, devient Premier ministre et rétablit les libertés en organisant notamment des élections. Avant de poursuivre notre entretien, nous allons visionner quelques images tournées par l'ORTF, la télévision publique française de l'époque, qui couvrait cet événement. Le vendredi 21 avril, Athènes se réveille paralysée, stupéfaite. Une attaque l'a foudroyée en plein sommeil. Premier symptôme, le téléphone est bloqué. Pas de journaux. L'émetteur des forces armées, le seul qui fonctionne, diffuse inlassablement un communiqué qui dit peu mais qui dit tout. L'armée a pris le pouvoir pour sauver, dit-elle, le pays de la catastrophe. La loi martiale est appliquée, tout est interdit sauf de se tenir absolument tranquille. L'interdiction de la peine de mort et de la torture sont illégalement levées. Une voix anonyme fait état d'un décret royal signé du président du gouvernement. C'est un faux tactique. Les colonels l'avoueront par la suite. En effet, M. Kanellopoulos, Premier ministre, a été arrêté à l'aube, ainsi que tous les principaux leaders politiques de la droite, du centre et de la gauche. Le Parlement, le Palais Royal, les ministères, les bureaux de poste, l'aéroport, les gares, la radio, tous les centres nerveux sont cernés par l'armée. Même les banques sont gardées. Athènes est coupée de la province et toute la Grèce du reste du monde. On s'attend à une explosion de colère du peuple grec, mais les vagues d'arrestations stupéfient tout le monde. La prudence, parfois la peur, prennent le dessus. Le coup est bien monté, minuté même dans ses moindres détails. Dans ce document, votre grand-père apparaît comme un dictateur. Partagez-vous ce point de vue? Le régime imposé par mon grand-père était bien un régime dictatorial de droite. Ce régime existait aussi en Espagne et au Portugal.
Les opposants au régime grec ont été arrêtés, torturés. Leur nombre était très important, mais varie selon les sources. On ne peut pas changer l'histoire. Il a instauré sa dictature, convaincu que c'était l'unique solution pour sauver l'économie du pays. Mais les méthodes qu'il a appliquées étaient vraiment autoritaires et rien ne peut les justifier. La société et son peuple l'ont jugé. Il a été incarcéré jusqu'à ce que mort pour ses faits. Aucune conviction politique ne justifie l'instauration d'une dictature par la force. Quelles sont les conséquences des actes de votre grand-père sur votre vie? Je ne suis pas responsable des décisions de mon grand-père. D'une part, j'ai une certaine admiration pour sa carrière et surtout pour son engagement pour son pays. Et d'autre part, j'ai beaucoup de mal à accepter d'être la petite fille d'un dictateur. C'est pourquoi je me contente de voter, mais je ne participerai jamais à la vie politique de mon pays, ni n'épouserai un homme politique. Je préfère étudier le droit international. Merci Elena pour votre témoignage. Mais c'est moi qui vous remercie. Notre émission se termine ici. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet important de l'histoire, l'abdication du roi Léopold III. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.